Sur Liberté FM, on se retrouve avec une voix que nous avions eu l'occasion de nombreuses reprises d'entendre à travers différentes chroniques il y a quelques années de cela, et c'est avec plaisir que je reçois à nouveau Jean-Louis Montagu. Bonjour. Ah oui, mais la voix la plus emblématique, la plus courante, c'est Monsieur Gadot lui-même. Oui, parce que c'est sur la radio, mais dans quelques années. Sa modestie interdit de nommer. Oui, effectivement. absolument. Je rappelle qu'on a fait 52 émissions déjà sur le patrimoine ribéracois et qui sont toutes en ligne depuis. On avait profité du Covid, pour ne pas le cacher, pour nous occuper. Pour faire ces enregistrements. Avec des tas d'acteurs, on a interviewé les acteurs et toutes les richesses du patrimoine ribéracois sont prévues et disponibles. Ont été mises en ligne. Voilà. Et là, on ne va pas parler de l'histoire, on va parler de l'actualité. Oui, si on veut. C'est une actualité puisqu'il s'agit des municipales ou de façon plus générale du rôle d'un élu dans un conseil municipal. Alors voilà, effectivement, je précise quand même que je m'en suis aperçu par expérience, puisque j'ai été conseiller pendant 6 ans sous l'ère d'un ancien maire que je ne citerai pas. Il y a selon les résultats d'élection, il y a parmi les élus ce que j'appelle des vieux renards. Alors c'est des gens qui savent tout, mais qui disent jamais rien. Quand on leur dit quelque chose, ils disent je le savais déjà. Voilà. Ça c'est des vieux renards. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Il y a des néophytes dont j'ai fait partie. Et c'est pour partager cette expérience que je voulais les mettre en garde contre certaines. C'est surtout les mécanismes, pas les personnes, c'est les mécanismes qui m'intéressent. Comment certains mécanismes de la démocratie peuvent être contournés et aboutir à des décisions parfois effectivement aberrantes. Mais comme toute loi, il y a une contre-loi forcément. Donc oui, et le but c'est aussi de montrer qu'un conseiller municipal, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Loin s'en faut, absolument. Mais on ne s'en rend pas forcément compte lorsque on pose sa candidature. Et justement, au départ, avant toute candidature, que faut-il faire? Oui, alors le plan de notre intervention, ce sera avant les élections, la première grande partie, c'est celle que nous abordons. Soyons logiques. Puis il y aura pendant les élections la vie du conseil municipal et on terminera par quelques dossiers, enfin il y a une vingtaine de dossiers qu'on a parcourus à l'époque et qui résonnent encore dans les mémoires et dont on a hérité. Et effectivement, quand on commence à être candidat, d'abord ça dépend si on a été sollicité ou si on s'est proposé soi-même. L'important c'est d'abord d'apprendre à connaître un minimum l'environnement. Bon, c'est très bien, moi aussi j'étais flatté de me dire tiens, on s'intéresse à moi, je vais aller sur la liste. Mais pour connaître dans quoi on met les pieds, c'est ça le problème, il faut connaître au minimum la mairie, le canton, la communauté de communes, le pays, Périgord vert, la région, le département, la région, et même jusqu'à l'Europe, puisqu'il y a une antenne dans la Nouvelle-Aquitaine de la Commission européenne. Voilà, alors tout ça, j'ai fait un diaporama explicite et je le mettrai dans la mise en ligne, je mettrai les diapos parce qu'il est assez long, sur, j'appelle ça, instruction civique. Et ça explique à tous les étages quels sont les points importants. Okay. Voilà, tout est détaillé. Ensuite, il faut connaître un minimum, évidemment, la ville de Ribérac. Ou sa ville, si c'est pas Ribérac. Ah si, je parle des élus de Ribérac. Mais vous avez raison, oui, je parle de ces élus-là. C'est général. Dont certains n'habitent pas, malheureusement. Mais et en particulier, l'énormité de son taux d'imposition qui atteint, comme je le répète régulièrement, celui de Versailles. Et nous n'avons pas le château. Nous ne l'avons plus. Donc il y a aussi l'Argus, très important aussi, qui est l'Argus des communes. Alors, consultation très simple et élémentaire, consultez l'Argus des communes de contribuables associés. Et ça vous donne la notation financière, par exemple, de la commune. Ça vous explique quels sont les points faibles. Je signale que du temps de M. Terrienne, ancien maire, je cite quelques noms quand même, nous étions à 10/20, après le maire suivant c'était 2/20, et nous sommes restés à 2/20. Alors il est important de savoir pourquoi nous sommes si bas. Et la comparaison avec les communes les mieux placées du département, ça peut éclairer les gens. Voilà.
Et ensuite, alors l'autre, oui, vous avez raison, l'autre rapport le plus important, moi que je consulte régulièrement, même pour d'autres communes où j'ai des amis, c'est le rapport de la Chambre des comptes, oui. Chambre régionale des comptes, qui lui est très clair, il est public, téléchargeable. Alors malheureusement, parfois il s'arrange pour le publier juste après l'élection, pour pas qu'on sache ce qui s'est passé. Et ça a été le cas dans les précédentes élections. Malheureusement, si on avait su toutes les erreurs de gestion qui avaient été faites, on aurait pu au moins modifier notre vote. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne l'ont pas publié. En fait, les premières pages, il suffit de se télécharger, il est public, téléchargeable pendant des années. Les 2 premières pages donnent les mesures à appliquer. Et c'est important quand on veut choisir un cap, même personnel. Et souvent, malheureusement, comme je le disais, la Chambre des comptes a voulu camoufler la réalité. Pas forcément camoufler, mais en tout cas ne diffuser qu'après les municipales. Même, parce que si on avait su avant, peut-être que... Alors ils disent que c'est pour ne pas influencer. Ben oui, mais ça dépend. Si la commune est bien gérée, on a intérêt à le savoir. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Ces rapports de la Chambre régionale des comptes n'est pas forcément suivi non plus par les élus après la publication. Ils sont tenus. C'est une tendance, mais... Bon. Ils suivent certains, alors, et après il y a droit à des rappels, et c'est tous les 4 ans. Donc... c'est à suivre. Mais il peut y avoir des amendes quand même. Hein. Absolument, si c'est pas suivi, oui, tout à fait. Et elle est assez impartiale. Oui, et elle est, moi je trouve très pédagogique, parce qu'ils expliquent des choses qu'on ne connaît pas. Moi, néophyte, je parle pas des vieux. Des vieux, voilà, c'est ça. Quelques mots sur les maires de Ribérac, parce qu'il y en a qui sont restés longtemps. Alors, effectivement, d'autres éphémères. L'héritage des 2 plus longs mandats, le plus long, le record, c'est Brunet, Jules Brunet, dont mon arrière-grand-père a été secrétaire pendant quelques années, et Cazot, Bernard Cazot, qui a écrit un bouquin d'ailleurs que tout le monde peut lire et qui est pas... Qui est en librairie ou à la médiathèque. Qui n'est pas inintéressant. Et vous pouvez écouter l'histoire des maires de Ribérac qui commence avant la Révolution, parce qu'il y avait déjà des équivalents de maires sous Louis XIV, et ça nous le racontons dans une suite de 4 émissions, alors ça dure 1h10 je crois, et on peut les écouter, c'est extrêmement intéressant. Et voilà, il faut regarder, alors on a donc 52 émissions dans une chaîne qui s'appelle Patrimoine Ribérac, vous allez sur YouTube, et vous avez une description des 22 monuments classés de la ville, et de l'histoire des personnages célèbres de Ribérac, car il y en a, et les gens les oublient régulièrement. Malheureusement, ils n'ont pas droit tous à des noms de rues, et c'est dommage. Donc il est important, puisque nous sommes toujours avant d'être candidats, de s'informer, de peut-être aller à la rencontre des habitants, de mener une enquête, faire un petit interrogatoire. Ah, je vois que vous connaissez cela. Effectivement, vous êtes un expert en interview dans les marchés et ces choses comme ça. Alors, oui, les problèmes posés par les habitants sont récurrents. Par exemple, l'histoire des manouches, pour ne pas les citer, le centre-ville abandonné, la saleté, les propriétaires du centre-ville, les loyers trop élevés, la crasse des façades, l'état des chaussées, et j'en passe, mais ce sont des problèmes qui ne sont pas souvent réglés et qui se reposent à chaque fois. Donc c'est intéressant de questionner les habitants, pour ceux qui en connaissent, ou le jour du marché, et vous le faites par des émissions spéciales d'interview. Ça arrive. En direct, et c'est remarquable. Et ça permet au moins de... je pense aussi au cahier de doléances qui avait été initié par Macron pendant son grand débat, qui est parti à la préfecture, on ne sait même pas ce qu'il y avait dedans. Voilà. Il n'a pas été publié, en tout cas. Oui, enfin, il commence maintenant. Il commence à s'en rendre compte qu'il faut écouter le peuple. Et donc, les nouveaux arrivants qui sont sur la liste, avant d'être élus, il y a toujours une impression, parce qu'on rencontre à un moment donné la totalité de l'équipe. Je vois que vous êtes au courant des problèmes, effectivement. Moi-même... les gens ont pris l'habitude de certaines choses et ils ne se rendent même plus compte qu'il y a des panneaux qui sont effacés, qu'il y a des entrées de ville où on fait... Moi, j'ai fait un diaporama pour montrer que la première publicité qu'on voyait en arrivant, dans ces magnifiques zones industrielles, là, c'était les pompes funèbres. Bon, voilà un moyen d'attirer les... C'est la vie. Les gens. Non, c'est la mort. Donc voilà, il faut s'intéresser à la première impression, aux arrivées des supermarchés.
Très bien. Et donc ensuite, il y a cette concurrence locale quand même, qui est exacerbée, je vois que vous êtes qui est au courant, là. on peut difficilement cacher. Moi, je trouve bizarre que dans une ville moyenne, 4000 ou 5000 habitants, il y ait systématiquement une concurrence, des associations concurrentes. Pensez aux associations de bienfaisance ou d'assistance aux caritatives. Il y en a 4. Ils ne pourraient pas se réunir entre eux et mutualiser leurs moyens. Non, ils sont les associations de commerçants. Enfin, quand j'y étais, il y en avait 3. Ils pouvaient, entre le relais, le centre, etc., il n'y avait pas moyen de s'entendre. Enfin, je ne sais pas. Bon, je note aussi l'histoire des accès à la ville, ce qu'on appelle l'enclavement. C'est un autre problème, mais qui est régulièrement posé. Le peu de liaison avec Angoulême pour aller à Paris. Moi, je vais souvent à Paris, c'est 3 trains par jour. C'est quand même... Et après, un périple, taxi, bus et train, quand il y en a. Alors qu'il n'y a rien sur Mussidan où il y a 4 ou 5 fois plus de trains normalement, même si c'est un peu plus cher. Et il faudrait au moins avoir cette navette. C'était une idée de M. Favard, mais qui n'a pas été élu. Et puis le désert médical, voilà, ça c'est aussi le gros problème qui est toujours pas résolu, mais qui n'avance pas. Ben oui, mais malgré la présence de l'hôpital, de l'IRM, etc. Bon, l'élection c'est bien, donc on a fait toutes ces études, on a fait tout ça, puis maintenant il faut rentrer dans le vif de... Oui, même après, ils peuvent le faire. On peut consulter, par contre, bien sûr, la Chambre régionale des comptes et son dossier, on peut aller sur l'Argus aussi des communes, bien sûr, tout au long de sa mandature. Alors, toujours avant l'élection, maintenant on est toujours, mais qu'est-ce qui se passe, la préparation de l'élection? Oui, c'est important. Donc les candidatures, la constitution des listes, voilà. Tout ça se met en place. Ah, on voit que vous avez l'expérience. Quelques années. Vous aussi. La première des choses à faire, ça paraît bizarre, mais je le dis pour les néophytes, c'est de se renseigner sur le CV du candidat. Parce que des fois, ils ne disent pas tout. Son vrai niveau, ses réussites et ses échecs, ses casseroles. On peut les oublier, omettre de les noter. Certaines vont jouer des mauvais tours le jour où un procès arrive 10 ans après, quoi. Et ces retournements de veste. Ça peut arriver aussi, oui, mais oui, ça arrive. Ce sont les égos éventuellement de chacun qui font qu'on change de... Ils ne sont pas tous égaux devant les égaux. C'est autre chose. On va pas forcément faire un questionnaire sur chaque candidat ou potentiel candidat. Alors, il faut faire une enquête aussi. Oui, toujours des enquêtes, oui. Nous, on avait eu une enquête au début, avant l'élection. On avait des questionnaires à poser aux gens quand on faisait la distribution des tracts, des flyers, et on n'a jamais su le résultat de l'enquête en question. Vous voyez. Donc ça prouve que ça devait gêner déjà. Les réponses devaient gêner. Les réponses, oui. Oui, les questions. Et puis, il faut parler d'argent quand même à un moment donné. Quand on fait une liste un sujet délicat. Sensible, mais toujours d'ailleurs. C'est comme les impôts des campagnes. Alors là, moi aussi, je me suis heurté à un secret concernant les finances de campagne. La plupart du temps, elles échappent aux candidats. Aux candidats conseillers, les candidats lambda. Je ne parle pas des vieux renards qui connaissent tout. Dans notre cas, je parle de 2014, on versait 50 €. Mais j'ai pu voir discrètement par-dessus l'épaule du trésorier que certains avaient versé 2 ou 3 000 €. Des commerçants surtout, je ne citerai pas de nom. Et un autre point que nous ignorions, je pense que d'autres ignorent aussi, c'est que les adjoints recevaient une indemnité. Donc qui permettait à certains de donner plus puisqu'ils seraient remboursés. Une indemnité de 500 € par mois pendant 6 ans, c'est 38 000 € quand même. Bien sûr. Donc on peut se fendre de quelques milliers d'euros pour soutenir un candidat. Et puis en plus... ces 500 € deviennent aussi un moyen pour le maire de s'attacher la fidélité de certains. Forcément. C'est une espèce de chantage. Quant aux entreprises, il y a des entreprises qui financent, mais ça, j'avoue que nous, on était incapable de savoir qui et quoi. C'est une exigence de transparence, puisqu'après, le budget de la mairie, il doit être transparent, mais le budget de campagne pourrait être communiqué il me semble, aux élus, ou les élus pourraient le demander. Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation de le faire. Non, mais je parle d'une saine curiosité.
Je suis d'accord, mais bon, il n'y a pas d'obligation d'avoir une tête de liste. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation qu'il y a une interdiction. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, je connais ce genre de réponse. Ça peut arriver Légaliste. aussi. Vous êtes un légaliste. Bon, alors, il faut faire un ordre quand même dans la liste. Sachant que cette année, ça a changé un peu, puisqu'il y a la parité, il faut faire homme-femme dans la liste. Oui, il y a eu ces histoires mais nous avions déjà des problèmes de parité. La liste elle-même, oui, moi je vous parle toujours de 2014. Une fois que la liste est constituée, là il y a combien, 30 ou 34, je ne sais plus combien il fallait pour notre ville. 29. Il y a une chose intéressante à connaître, c'est les CV des postulants. Et leur résidence dans la commune ou non. Les faux CV gonflés, on s'en est aperçu plus tard. Il y avait une fausse infirmière, une fausse pharmacienne, un faux géomètre expert qui a été condamné d'ailleurs pour ça, et une fausse employée de pépinière d'entreprise qui s'était présentée avec et j'ai vérifié, ça n'a jamais existé. Donc voilà, il faut contrôler tout cela et bon évidemment on est tout content d'être en groupe, on ne veut pas se créer de problème, mais quand même, il faudrait un minimum de transparence et d'honnêteté dans ce domaine. Voilà. Très bien. Bon, alors ça c'était... On va parler des ambitions, mais les ambitions, bien sûr, de chacun fait qu'on peut gonfler aussi un peu son CV. Ah, voilà, ça peut être le cas. Alors pour définir l'ordre de la liste, oui, c'est là les ambitions, parce qu'il y a ceux qui veulent être adjoints à tout prix, et les autres, qui seront des élus simples conseillers. Et enfin les autres, qui ne seront pas élus. Parce que dans une liste, là je crois qu'il y a 27 sélectionnés, sur une liste de 35, il va rester des mis sous la touche. Et comme je l'ai vécu, ces gens-là sont, comme les remplaçants dans les matchs de foot, sur le banc de touche, et sont considérés un peu comme les intouchables en Inde. C'est-à-dire qu'on leur dit rien, on leur donne rien, mais on fait appel à eux quand il y a une démission. Et oui, parce qu'on remonte d'un cran. Voilà. Bon, enfin, moi j'ai trouvé leur traitement un peu... inhumain. Oui, pour être poli. Parce que ne pas les tenir au courant, puis faire appel à eux quand on a besoin in extremis. D'ailleurs, ça a posé des problèmes à mon époque, parce que les 4 derniers n'ont jamais voulu remplacer, et il y avait déjà des démissions très tôt, 4 hommes. Oui, mais bon, on le sait plus ou moins quand on est en bas de liste qu'on ne sera pas élu. Alors après qu'on soit sollicité, effectivement, pour être tenu au courant de l'évolution de la commune, je suis d'accord, mais bon. Moi, ça me paraissait normal, et j'ai constaté que c'était pas, qu'il y avait comme en Inde la caste des brahmanes, c'est les adjoints, les autres, c'était la caste intermédiaire, et puis il y avait la caste des intouchables, et on ne leur parlait jamais. Enfin, bon, voilà. C'est pour vous dire que notre société a encore des problèmes d'égalité à faire valoir au niveau des municipalités. Bon, revenons donc à ces élections, et avant toujours, il y a la campagne, forcément. Et donc il y a des publications, il y a aussi un slogan qu'il faut trouver, rien ne faire vous des photos. Je vois que vous êtes un vieux renard, vous allez dire. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire un programme ou profession de foi. Un 4 pages, oui. Alors ça tenait en 4 pages, ou des flyers en plus réduits. Et là, quand on lit, moi je les collectionne, parce que les gens les oublient au bout de 6 ans, on a oublié ce qu'il y avait dans les 4 pages. Et les 4 pages, c'est de la poésie, c'est de la poésie lyrique, c'est les lendemains qui chantent. Et tous les 6 ans, c'est une liste sans fin du bonheur parfait qu'on nous avait promis, mais... entre-temps, il y a les aléas. Vite oublié. Le maire sortant, en plus, il a un handicap de plus. Quand c'est à nouveau, ça va, il peut refaire des promesses, mais le maire sortant, lui, il a un bilan. Ah oui, forcément. Et là, dans son 4 pages, les lendemains qui n'ont pas chanté, il est bien embêté pour en parler. Compliqué. Donc, normalement, au bout de 6 ans, normalement, je dis, en démocratie, on devrait faire un bilan des promesses de départ, ce que je fais dans un livre où je regarde ce qui s'est passé avant et après, et puis je fais la collection des 4 pages au fil des années pour voir quelles sont les choses qui reviennent toujours, parce qu'il y en a qui reviennent toujours. Oui. L'amnésie est l'allié des candidats, parce qu'ils misent beaucoup là-dessus. Le programme résumé reflète souvent l'absence de stratégie
Et surtout, ce qui manque dans ces 4 pages, c'est un diagnostic partagé par les candidats. Parce que nous, on avait fait des réunions et on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées. Alors, il y a des idées qui ont été téléchargées depuis le parti du candidat. Ça peut arriver, ça. Alors, des pépinières d'entreprise, des machins qui marchent ailleurs, on les met. Voilà. Mais quelle que soit la tendance, c'est ce genre de choses. La grande idée que j'ai vue appliquée, malheureusement, c'est cette histoire de mise en sens unique du 26 mars. Ah oui. Ah oui, c'était Monsieur X qui était opticien à l'époque. C'était pour permettre à ses clients de stationner devant chez lui. Après, il a fermé et malheureusement, le projet est resté avec le plan de circulation que vous connaissez. Et aujourd'hui, tout le monde s'est habitué. Épouvantable. Je ne parle pas des promesses vaines et purement démagogiques. J'ai lu plusieurs fois incivilité, tolérance zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois aussi la rue du Four, il y a un sens interdit, sens unique. Tous les jours, il y a 1 ou 2 voitures qui le prennent. Hein. Il n'y a pas de sanction, donc tout va bien. Ben oui, forcément. On va s'arrêter là pour cette première. Attendez, juste pour finir, oui. le dernier point que je le voulais slogan, aborder, vous avez oublié, c'est ça le slogan. Ah oui. Le slogan, ça paraît pas, mais ça marque quand même la vie électorale. C'est le pitch, on appelle ça le pitch. Accrocheur, c'est comme un titre de livre, de roman. Vous les connaissez par cœur, l'avenir avec vous, ensemble pour Ribérac. Pire, continuons ensemble pour Ribérac. Ribérac pour tous. Unis pour Ribérac. Alors tous les slogans sont basés sur les mêmes schémas d'union, d'équipe, d'ensemble. Et moi, je me souviens d'autre fois un petit mouvement à laquelle j'avais participé, c'était Ribérac autrement. Ça veut dire changer. Alors moi, j'avais critiqué en disant Ribérac comme pire qu'avant. Et c'est bien ce qu'on observe en ce moment.